Pour la physique, se demander ce qu'il y avait avant le Big Bang n'a pas de sens. Ce n'est même pas une question sans réponse, c'est une question sans objet. Le temps lui-même commence à ce moment, et on ne peut pas s'interroger sur ce qu'il y avait avant le temps. Pourtant, certains des plus grands noms de la physique théorique du XXe siècle se sont posés précisément cette question. Penrose, Guth et quelques autres ont proposé des mécanismes ou des interprétations pour comprendre ce moment zéro, et peut-être même pour voir au-delà. Ils nous laissent ainsi entrevoir le Big Bang comme faisant partie de quelque chose de plus grand, un cycle, un rebond, la suite d'autres choses, cachées derrière le mur infranchissable de la singularité initiale. Aujourd'hui, on va essayer avec eux de franchir ce mur et de regarder de l'autre côté au moins en théorie pour peut-être redéfinir ce qu'on croit savoir sur les origines de tout. Tout a commencé avec Einstein. En 1915, il publie la relativité générale, sa théorie qui redéfinit la gravité non pas comme une force, mais comme une déformation de l'espace-temps. Rapidement, d'autres physiciens, Friedman, puis Lemaître, appliquent ces équations à l'univers entier, et quelque chose d'inattendu apparaît. Les solutions ne décrivent pas un cosmos statique et immuable. Elles montrent un univers en mouvement, en expansion. Einstein, lui, croit en un univers statique et ajoute à la main un terme correctif dans ses propres équations pour forcer l'univers à rester immobile. Sa fameuse constante cosmologique, ce qu'il appellera plus tard la plus grande erreur de sa vie. En effet, en 1929, Edwin Hubble observe que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et plus elles sont lointaines, plus elles s'éloignent vite. L'univers est bel et bien en expansion. Et donc, si on renverse le film, si on remonte le temps, tout se rapproche. Tout se comprime, jusqu'à converger vers un point d'une densité et d'une chaleur infinie. La singularité initiale, le Big Bang. Ce qui a définitivement ancré le Big Bang comme théorie dominante, c'est une découverte accidentelle, faite en 1965 par deux ingénieurs de Bell Labs, Arno Penzias et Robert Wilson. En testant une antenne radio, ils captent un bruit de fond parasite, uniforme, venant de toutes les directions à la fois. Ce bruit, c'est la lumière fossile du Big Bang, le rayonnement du fond diffus cosmologique. L'écho encore perceptible de l'univers primordial quand il était bien plus dense et chaud qu'aujourd'hui. Sans le savoir, ils viennent d'apporter la preuve ultime que le Big Bang a bien eu lieu. Pour le sens commun, le Big Bang est un concept presque impossible à abstraire. Si on remonte suffisamment loin dans le passé, on attend un point où la densité et la température de l'univers deviennent infinies. C'est ça qu'on appelle la singularité initiale. Et rappelez-vous, Albert Einstein a décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Alors, qu'advient-il de l'espace et du temps ? Ces deux concepts absolument fondamentaux de notre existence, lorsqu'ils sont courbés par une densité infinie, eh bien, eux aussi se cassent. Ils perdent tout sens mathématique. La seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est, à partir de ce moment, nos équations s'effondrent. On entre dans un état impossible à décrire à l'aide de la seule relativité générale. Mais ça tombe bien, car la gravitation n'est pas la seule force qui dicte le comportement de l'univers. Il y en a 3 autres qui sont décrites par la mécanique quantique. Et c'est justement grâce à elle qu'on peut éventuellement échapper à la singularité initiale et à l'interruption de la flèche du temps. Car dans les conditions extrêmes qui régnaient aux abords du Big Bang, des températures et des densités colossales, les effets quantiques ont dû être dominants. Et quand on intègre ces effets dans notre description de l'univers primordial, quelque chose d'inattendu se produit. La singularité disparaît. C'est l'idée centrale de la cosmologie quantique à boucle. Dans ce cadre théorique, l'espace-temps n'est pas un continuum lisse et infini. Il est granulaire, composé de minuscules unités indivisibles, un peu comme des pixels de réalité. Et ce détail change complètement notre scénario du Big Bang. Si l'espace-temps est fait de grains et ne peut pas être compressé indéfiniment, il existe un plancher, une densité maximale que l'univers en contraction ne peut pas dépasser.
Au lieu de s'effondrer en un point de densité infinie, il rebondit donc. La compression extrême génère une force répulsive quantique qui renverse l'effondrement et propulse l'univers dans une nouvelle phase d'expansion. Ce que nous appelons le Big Bang ne serait alors pas le commencement de tout, ce serait la signature d'un de ces rebonds, peut-être le dernier d'une très longue liste. On peut ainsi trouver une première porte pour regarder avant le Big Bang. La question « Qu'y avait-il avant ?» retrouve ainsi un sens physique concret. Mieux encore, cette théorie fait des prédictions. Elle prédit des signatures spécifiques dans le fond diffus cosmologique, de subtiles empreintes laissées par le rebond dans la lumière fossile de l'univers. Des empreintes que nos instruments actuels ne sont pas encore assez sensibles pour détecter, mais que les prochaines générations de télescopes pourraient éventuellement mettre en évidence. Un monde avant le Big Bang pourrait ainsi devenir une hypothèse scientifique testable. Bon, il faut aussi garder à l'esprit que ce rebond n'est possible que dans le cadre de la gravitation quantique à boucle, qui n'est elle-même qu'une théorie parmi bien d'autres pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Si la gravitation quantique à boucle s'avère fausse, le rebond quantique s'évanouit avec elle. Il faut donc prendre ce scénario pour ce qu'il est, une hypothèse sérieuse portée par des physiciens rigoureux, mais qui reste suspendue dans l'attente d'une preuve. Et ce n'est de toute manière pas la seule théorie qui vise à englober l'univers et le Big Bang dans une histoire plus grande, où ce qui nous apparaît comme le tout ne serait en fait qu'une partie. Une autre de ces théories se base sur un des mécanismes au cœur du Big Bang, l'inflation cosmique. Dans les premières fractions de seconde qui ont suivi le Big Bang, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'univers, déjà en expansion, a traversé une phase de croissance d'une violence inouïe, sa taille doublant à chaque fraction infime d'une picoseconde. C'est cette phase de croissance extrême, mais très courte, qu'on appelle l'inflation cosmique. Le mécanisme a été proposé par le physicien Alan Guth en 1979. Il résout plusieurs problèmes du modèle standard. Pourquoi l'univers est-il si homogène dans toutes les directions, alors que des régions opposées du ciel n'auraient jamais eu le temps d'échanger de la chaleur ou de l'information? Pourquoi l'espace est-il si parfaitement plat à grande échelle? L'inflation explique ces deux observations. Elle prend une région minuscule de l'univers primitif et l'étire jusqu'aux dimensions de l'univers observable tout entier, en effaçant toute irrégularité au passage. Elle fait aujourd'hui partie du modèle cosmologique standard, on pourrait même dire qu'elle fait partie du Big Bang. Elle en est indissociable, et c'est précisément cette inflation, une fois qu'on la pousse dans ses dernières implications, qui ouvre la porte à quelque chose de bien plus grand. Elle pourrait en effet ne jamais vraiment s'arrêter. Le mécanisme qui propulse cette expansion est soumis à des fluctuations quantiques permanentes. Dans certaines régions de l'espace, ces fluctuations font cesser l'inflation localement. L'énergie accumulée se convertit alors brutalement en matière et en rayonnement, déclenchant un Big Bang. Notre univers serait l'une de ces régions. Mais pendant que nous existons ici, l'inflation continue ailleurs, porteuse d'autres Big Bang ou d'autres univers naissent, et ainsi de suite. Notre Big Bang ne serait ainsi pas le début de l'univers, mais un phénomène local pris dans une toile bien plus grande. Ce qui reste en revanche intéressant avec cette hypothèse de l'inflation éternelle, c'est qu'elle n'élude pas le problème du commencement. En 2003, Arvin Bord, Alan Guth lui-même et Alexander Wilkin ont démontré mathématiquement quelque chose de décisif. Tout espace-temps en expansion, inflationnaire ou non, ne peut pas avoir été en expansion depuis toujours. Remonter le temps dans un univers en expansion conduit inévitablement à un commencement. L'inflation éternelle peut ainsi être infinie vers le futur, mais pas vers le passé. Avec elle, on peut possiblement remonter avant le Big Bang, mais on finira tout de même par buter sur un début, un événement, un mécanisme qui a enclenché cette inflation cosmique. Malheureusement, il est ici quasiment impossible de produire des preuves observationnelles. Nous sommes condamnés à ne pouvoir observer que notre propre bulle d'inflation, notre propre Big Bang. L'inflation éternelle est peut-être la meilleure description de la réalité au-delà de notre Big Bang, mais il paraît impossible d'en acquérir la certitude. Allez, on va maintenant explorer un dernier mécanisme qui pourrait nous permettre de voir à la fois dans le passé et dans le futur, par-delà le Big Bang et par-delà la mort de l'univers.
D'après le physicien britannique Roger Penrose, les deux pourraient en effet présenter des similarités troublantes. Quand on regarde très loin vers l'avenir de l'univers, plusieurs scénarios sont possibles. Le Big Crunch, le Big Freeze ou le Big Rip. Si l'expansion du cosmos continue à l'infini, il atteindra un état d'entropie maximale, où plus aucune interaction significative ne sera possible, la fameuse mort thermique de l'univers. Si par ailleurs les protons finissent par se désintégrer ou sont tous avalés par des trous noirs, qui ensuite s'évaporent, on se retrouvera dans un univers sans masse. Pas de masse, pas d'interaction, pas de désordre. Un état complètement lisse et étrangement similaire mathématiquement à celui qui décrit le tout début de l'histoire de l'univers. C'est sur cette étrange ressemblance que Penrose introduit la cosmologie cyclique. L'idée est tout de suite troublante. La frontière entre le début et la fin de l'univers disparaît. La mort d'un univers devient, sans rupture, la naissance du suivant. Penrose appelle chacun de ces ères un néon, et notre univers n'en serait qu'un parmi une succession infinie. Les conséquences pour la cosmologie sont profondes. L'avant-Big Bang n'est plus un vide mathématique ou un fond inflationnaire. C'est un univers entier qui nous précède, dont l'histoire complète s'est jouée, avant que la nôtre ne commence. Et cette histoire aurait laissé des traces. Quand on observe le fond diffus cosmologique, le fossile de la première lueur de l'univers, on peut détecter des anomalies. De très légères différences de température. Certaines de ces anomalies sont circulaires, ce sont les points de Hawking. Pour Penrose et ses équipes, ces points sont les traces laissées par les trous noirs supermassifs évaporés de l'univers précédent le nôtre. Par rayonnement de Hawking, ils auraient produit d'énormes quantités de photons qui auraient fuité vers notre univers lors de la transition. C'est pour lui la preuve que sa cosmologie cyclique est la bonne piste. Seule une vingtaine de ces points ont cependant été détectés sur la toile du fond diffus cosmologique. Et pour beaucoup de physiciens, on est plus dans le hasard observationnel que sur un phénomène indiscutable. La cosmologie cyclique de Penrose est toutefois une tentative fascinante de comprendre les états extrêmes du début et de la fin de l'univers, et même de les lier entre eux pour fermer la boucle du temps. Malheureusement, je ne peux pas vous dire lesquels de ces physiciens voient juste. Leurs théories divergent grandement, mais elles ont toutes une ambition commune, franchir l'horizon du Big Bang, et s'émanciper de la relativité générale, qui nous dit qu'il ne sert à rien de regarder avant la singularité initiale. En la faisant disparaître, en transformant l'inflation cosmique en mécanisme continu, ou en créant un état de transition entre le début et la fin de l'univers, on peut explorer une histoire beaucoup plus longue, un univers parfois plus vaste et des questions toujours plus nombreuses. Certaines de ces théories sont assez récentes, et je ne serais pas surpris que de nouveaux chercheurs apportent des visions encore différentes dans les décennies qui viennent. Il y en aura peut-être un qui verra juste, mais avec une théorie intestable. Ce qui est peut-être le plus frustrant dans cette quête d'une origine au-delà de l'origine. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.